Hey, bienvenue à Inspiration pour la 33e édition, Isaïe. Aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. Donc, juste avant l'été, on va peut-être pouvoir faire des événements spéciaux pour Inspiration. Puis on aimerait ça. Ça fait longtemps qu'Anthony et moi, on pense à ce projet-là. On ne vous en dit pas plus. Pas tout de suite. Pas tout de suite, mais suivez nos réseaux sociaux, les prochains épisodes, on va en parler probablement. Mais on a des beaux projets, je pense, qui s'en viennent pour l'été. Des grosses discussions, il y a du concret. Ouais. Donc, il y a plus de chances que ça va se faire que ça ne se fera pas. Mm-hmm. Mais on n'a pas assez d'autorisation et de signature pour l'annoncer. Mais quand on pourra le faire, on vous l'annoncera en temps et lieu. Donc, juste avant de commencer, Isaïe, parle-nous de notre fidèle commanditaire. Oui, on remercie Drummond Music qui est notre partenaire depuis l'épisode 14. Donc, on les remercie toujours d'être avec nous pour le 33e. Allez les voir pour l'été. En plus, là, on va pouvoir faire des parties dans le cours en arrière. Là. Fait que, allez vous chercher un petit système sonore pour mettre de la bonne musique. Allez les voir, ils sont super fins. Oui, exactement. C'est le bon temps, là, ça réouvre. Fait que, allez faire votre tour chez Drummond Music. Juste avant de commencer, on repartage notre plateforme du plan de match au www.inspiration.com, la version écrite d'Inspiration. Sinon, Isaïe, ta petite nouveauté, le compte TikTok. Ouais, le petit TikTok, on continue à en mettre. On va en mettre un avec notre invité d'aujourd'hui, assurément. Donc, allez vous abonner. On a des nouveaux abonnés, je pense, aussi sur YouTube de TikTok. Donc, encore une fois, on vous salue si vous venez de là, cette merveilleuse plateforme. Tous ceux qui ont 8 ans et moins. Oui, c'est ça. Tous ceux qui ont 8 ans et moins et Anthony Isaïe. Oui. Donc, yes, merci à tous ceux qui ont connu Inspiration par TikTok et qui écoutent maintenant le podcast assidûment. Donc, on va introduire notre invité d'aujourd'hui. Comment la présenter alors qu'elle a quand même un très beau parcours pour son jeune âge? C'est quelqu'un qui a atteint les plus hauts échelons de la scène québécoise au tennis, même, je dirais, le plus haut échelon, en ayant été première au Québec là, dans sa catégorie d'âge. Une des bonnes athlètes à Drummondville qui fera le saut l'autre bord de la frontière à la fin de l'été. Amélie, alors, bienvenue à Inspiration. Merci de me recevoir. Ben, merci à toi, Amélie. On est bien content que tu sois là. Je fais partie de ton comité de Hitting Partner pour te préparer pour les États-Unis. Oui. Comment tu as vécu ça les derniers mois là, dans ce processus-là? C'est sûr que ça fait longtemps que le processus il a commencé, là, même déjà depuis secondaire 3 que je m'en fais parler, que déjà avoir des bonnes notes, c'est important parce que ça va compter pour l'université plus tard. Mais c'est vraiment depuis septembre environ du début de l'année que là, le processus il est comme plus intense parce que dans le fond, j'ai parlé à des coachs. L'été passé, j'ai fait ma vidéo pour comme promouvoir tout mon jeu. Puis, ouais, c'est ça. J'ai travaillé avec une agence qui m'a aidée dans tout ce processus-là. Puis, ouais, je suis contente d'avoir signé puis que ça soit tout réglé, là, enfin. Puis que je puisse me concentrer sur mes derniers moments ici. Puis après, je m'en vais aux États-Unis l'année prochaine. Est-ce que la pandémie a un peu affecté justement ton recrutement? Est-ce que normalement, la vidéo, c'est juste ça qui se passe ou il y a des gens qui viennent te voir directement au Québec pour faire du recrutement? Oui, bien, c'est ça, en fait. Là, on n'avait pas la possibilité que les coachs viennent nous voir parce que normalement, ouais, les coachs viennent nous voir à certains tournois qu'on joue, comme les championnats québécois ou les championnats canadiens, où est-ce qu'ils peuvent venir nous voir, puis comme, tu sais, parce qu'en vidéo, oui, ça reste un montage, puis tu sais, tu peux montrer un peu ce que tu veux. Tu peux choisir tes bons coups, là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Même moi, sur vidéo, j'ai l'air bien bon. Oui, c'est ça. Puis aussi, ouais, fait que les coachs ils peuvent venir nous voir. C'est sûr qu'il y a certaines universités qui avaient moins d'argent cette année à donner en bourse, ou il y a même des programmes de tennis qui ont été coupés dans certaines universités. Fait que c'est sûr que ça l'a un peu affecté. Il y a eu aussi
les personnes qui étaient comme à leur dernière année, mais qui n'ont pas pu jouer, dans le fond, ils peuvent revenir un an de plus. Fait qu'il y a comme un petit peu moins de spots disponibles. Mais malgré ça, moi, j'ai réussi à trouver ce qui me convenait le mieux. Puis ça m'a pas ça m'a pas tant affecté que ça. Ouais. OK. Puis là, c'est où tu t'en vas pour mettre les gens en contexte? Je m'en vais à Charlotte, en Caroline du Nord. Puis le nom de l'équipe, c'est les Royals. Puis c'est Queen's University of Charlotte. Ouais. OK. Puis pourquoi tu as choisi cette université-là? En fait, j'ai parlé avec plusieurs universités. Puis j'avais vraiment comme mes critères un peu que je recherchais. En parlant avec plusieurs coachs aussi, j'ai pu... Oui, je savais un peu qu'est-ce que je voulais, mais pas tant que ça au début. Puis là, en parlant avec plusieurs de ces coachs-là, j'ai réalisé comme, OK, genre, j'aimerais vraiment savoir ça dans mon université ou moins. Puis, dans le fond, Queen's, c'est une petite université. Il y a juste 3000 étudiants. Fait que, le contact prof-élève, je trouve ça vraiment important que, ils vont savoir mon nom, que je m'appelle Amélie, puis pas élève numéro 54 dans la classe de 300 personnes, mettons, là. Mm-hmm. Fait que ce soit une plus petite université, mais que ça reste dans une grosse ville. Charlotte, je pense que c'est la 15e plus grosse ville aux États-Unis. Fait que c'est quand même bon. Puis, ouais, c'est ça, c'est une division 2 parce qu'au tennis, il y a division 1, 2 et 3. Puis, c'est une division 2, mais elle est classée comme 15e au pays dans les divisions 2. Fait que ça reste une très bonne université. Puis, je pense que j'ai vraiment aimé le coach. Je m'entends super bien avec. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment hâte d'aller jouer pour eux l'année prochaine. OK. Ça, c'est cool. Puis là, habituellement, tu sais, mettons, Isaïe, pour te mettre en contexte, l'invité qu'on a eu à l'épisode numéro 14, justement, où le partnership avec Drummond Music a commencé, c'était Louis-Philippe Hamel, qui est un de mes bons amis, qui a fait son stage universitaire avec Northern Illinois. Oui, c'est ça. Les Huskies. Louis-Philippe avait fait 1 an de cégep, un peu, un an de préparation avant d'y aller, si je ne me trompe pas. Louis-Philippe, tu me donneras une volée si c'était pas si je suis en train de dire des niaiseries, mais je suis pas mal sûr que c'est le cas. Peux-tu expliquer un peu pourquoi tu as choisi de ne pas faire d'année transitoire entre le secondaire ici? Parce que pour mettre les gens aussi en contexte, là, tu termines ton secondaire là. Habituellement, c'est ça. La plupart des gens qui vont faire le saut en tennis à l'université américaine vont faire une année de cégep ici. Toi, tu n'en fais pas. Donc, tu veux-tu Oui. parler un peu En de fait, toi, là? Louis-Philippe, je sais pas s'il a fait soit la 12e année, parce que dans le fond, aux États-Unis, tu as comme une 12th grade à faire comme pour finir le secondaire, qu'ici, on n'a pas. Fait que je sais pas s'il a fait ça ou il est vraiment allé au cégep. Mais normalement, ce que les gens font d'habitude, c'est qu'ils font la 12e année. Puis ensuite, ils vont à l'université parce que là-bas, le bac, c'est comme 4 ans. Fait que ça reviendrait comme égal au Québec, vu qu'ici, normalement, c'est 3 ans, si je me trompe pas. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'avais la possibilité, tu sais, au début, je regardais vraiment pour les deux, soit rester ici encore 1 an, jouer au tennis à Drummond, puis faire ma 12e année en ligne. Ou tout de suite, comme qui arrive en ce moment, partir aux États-Unis après mon secondaire 5. Puis au début, je m'étais dit, j'ai pas de préférence. Je vais faire toutes les étapes pour faire en sorte que si je passe cette année, je vais être prête. Ben, dans le fond, on a fait le processus, j'ai reçu, puis on attendait de voir si j'allais recevoir une offre qui était comme je voulais. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça dépendait en fait de qu'est-ce que, tu sais, si j'avais pas reçu une aussi belle offre que là, j'ai eu l'opportunité d'avoir puis que j'ai pris, ça aurait pas été plus grave que ça. J'aurais fait ma 12e année puis je serais partie l'année prochaine. Okay. Mais là, on dirait que puis, tu sais, je me sens prête. C'est ça que j'ai toujours voulu continuer ma carrière de tennis aux États-Unis. Fait que, ouais, c'est ça. Tu te sens pas... parce que, écoute, moi, je me recule au secondaire 5, c'est impossible. Ouais, tu serais pas parti. Non. Jamais. Même à la fin du cégep, d'après moi, j'aurais eu de la misère. C'est pas quelque chose qui t'intimide de partir dans un nouveau pays à ton âge? Tu dois être genre la 20e personne qui me demande. Je me le fais tout le temps demander.
Et même, des fois, il y a des gens qui me le redemandent genre 3-4 fois. T'es sûr que ça te stresse pas, puis tout. Mais à chaque fois, je leur réponds T'as le droit que... de me le dire, là. à chaque fois, je leur réponds que non, parce que c'est tout le temps ça que j'ai voulu. Puis, tu sais, je vois que du positif à ça. Je suis vraiment excitée d'aller là-bas, puis j'ai vraiment hâte. Fait que peut-être dans les jours juste avant que je parte, là, je vais commencer. Mais tu sais, c'est du bon stress, puis je pense que c'est bon signe. Jamais que je me suis remis en question sur, OK, c'est vraiment ça que je veux partir d'ici pendant 4 ans? Mais, tu sais, c'est ça, je me suis jamais remis en doute. Fait que ça, je pense que c'est bon. Puis, ouais. Toi, Isaïe, aurais-tu été capable de partir il y a 2 ans? Je pense pas. Genre, je suis Moi, quand même je trouve quelqu'un ça de. Ouais, impressionnant. non, je pense pas. C'est très fort. Mais c'est sûr que, là, pour pas t'enlever du mérite, là, tu t'en vas jouer au tennis. C'est pas comme si Ouais, ben, tu t'en vas faire quelque c'est chose ça que que j'allais t'aimes dire. le plus au monde. Là. Ouais, puis, tu sais, c'est pas comme si je m'en allais. J'en ai des mes amis qui s'en vont, mettons, à Québec, Montréal, où est-ce qu'ils vont dans une école, mais ils connaissent personne en partant. Moi, je m'en vais là-bas, oui, c'est plus loin, mais je m'en vais sur une team de tennis où est-ce que je vais être avec 8 filles qui vont comme m'inclure dans la gang, dans l'équipe. Je connais déjà le coach. Je sens vraiment que Puis je vais être bien probablement d'autres filles que eux non plus connaissent personne. T'sais. Ben, c'est ça, oui. OK. Mais quand même, moi je te lève mon chapeau parce que juste côté maturité à 17 ans, de partir, j'enlève rien à Louis-Philippe, mais je pense que chaque année supplémentaire que tu prends avant d'y aller sert beaucoup. Ben oui, Puis oui. d'y aller à 17 ans, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On a comme commencé par la fin. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne au début. Quand tu as commencé à jouer, comment ça a commencé le tennis? Ben, en fait, quand j'étais vraiment plus jeune, j'ai fait une coupe de sport, là, la gymnastique, le soccer, tout, mais quand j'ai commencé à jouer au tennis, j'ai vraiment pogné la piqûre tout de suite. Là, j'ai vraiment tout de suite adoré. Je pense que la différence qui a fait que j'ai comme pas décidé de changer de sport puis que je savais que ça allait être ce sport-là pour moi, c'est qu'il y a une madame qui m'a donné des cours privés pendant tout un été, comme gratuitement. Elle apprenait une jeune de Drummondville une fois par été, une par été en fait. Puis elle m'avait choisi cette année-là, puis c'est vraiment elle qui a fait la différence pour moi. Puis après ça, j'ai vraiment comme continué. Kevin Bussière aussi m'a coaché quand j'étais jeune. Anne Veillette aussi, c'est eux qui m'ont vraiment comme parti. Puis j'ai tout de suite embarqué dans la compétition parce que je suis vraiment quelqu'un de compétitif. Puis c'est ça, j'ai commencé les tournois, puis ça a continué comme ça. Vous avez des personnes compétitives, On connaît vous ça. connaissez pas ça. C'est ça, commencer le tennis justement à un niveau compétitif. Tu m'as parlé, quand on est allé justement jouer en fin de semaine, tu m'as parlé un peu de la Coupe Leblanc. Quand tu m'as mentionné ça, j'ai fait hey, c'est vrai, ça existe. Je me rappelle plus trop. Mais ça, c'est pas une compétition 12 ans et moins mondiale, genre? Oui, ben en fait, j'ai participé à la dernière année parce qu'après mon OK, année. c'est ça, c'est pour ça qu'on n'en entend plus parler, Non, parce que c'est ça ça. n'existe plus. Non, c'est ça. J'ai fait la 10e édition, puis après, je pense pas qu'il y a eu de 11e édition. OK. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de tennis. C'est une compétition où est-ce que c'est les 2 meilleurs de plusieurs pays, comme il y avait le Brésil, je pense qu'il y avait la France, il y avait le Canada, les États-Unis, l'Espagne, plusieurs pays comme ça. Puis, vu que la compétition est au Québec, il y avait une équipe du Québec. Puis c'est pour ça que j'ai pu participer parce que je n'étais pas dans les 2 meilleurs au Canada. Okay. Mais vu qu'il y avait une équipe du Québec, puis j'étais dans les 2 meilleurs, ben j'ai pu participer. Puis c'est juste incroyable de jouer contre des personnes qui venaient de partout dans le monde. Puis ouais, c'est ça. Ça avait-tu bien été? Oui, ben c'est ça. En plus, ça avait super bien été. En fait, c'est une de mes meilleurs étés comme où est-ce que je performais. Puis tout. Fait qu'on a fini 3e derrière le Canada et les États-Unis. OK. Ouais. Le Québec a battu une coupe de pays.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens des victoires 7-6 au troisième contre une fille du Brésil, contre la deuxième au Brésil dans ce temps-là. Tu sais, je sais pas si c'était peut-être, mettons, la quatrième, cinquième, vu que les autres pouvaient pas venir, mais quand même, c'est vraiment une belle expérience. Puis t'avais quel âge? T'avais 10 ans, t'as dit? 12 ans. C'était 12 ans et OK. moins. Ouais. 12 ans quand même. Ouais, Il me semble que moi, la compétition dans les sports n'a pas commencé aussitôt. Mais 12 ans, 12 ans, ça mène quand même. Tu sais, à 12 ans, tu vas au tournoi Pee-Wee de Québec. Fait que, ça fait du sens. C'est comme le tournoi Pee-Wee de Québec du tennis. Un peu, oui. Mais tu sais, c'est tellement le fun d'avoir cette chance-là à 12 ans. Tu sais. J'étais comme partie pendant une semaine à Saint-Hyacinthe, le tournoi, dans une famille d'accueil à 12 ans. Je me faisais voyager, mes parents n'étaient pas là. C'était vraiment avec l'entraîneur du Québec qui était là. Puis, ouais. C'est quand même drôle que si quelqu'un t'avait dit hey, tu vas faire une compétition de tennis, que tu vas jouer contre les 2 meilleurs au Canada, les 2 meilleurs aux États-Unis, les 2 meilleurs au Brésil, les 2 meilleurs en France. Ah ouais, puis là, ça va être où je vais jouer ça? Ah, là, toi, tu penses que ça va être soit à Paris. Ouais. Ah non, c'est Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. La belle région Saint-Hyacinthe. Rien contre Saint-Hyacinthe, mais c'est pas la destination de rêve. Donc, ouais, c'est ça. Après, j'aimerais ça qu'on parle des Jeux du Québec. Oui, moi aussi, je voulais en parler. Parce que les Jeux du Québec, moi, je les ai faits à 3 éditions, 2 comme joueur, une comme missionnaire / coach. Où tu sais, parce que tu as fait plusieurs championnats canadiens, des championnats québécois, la Coupe Leblanc. Es-tu déjà allé en Floride jouer au tennis? Oui. Faire les l'Orange Bowl, ces histoires-là? Oui, je suis partie avec l'équipe du Québec qui amenait 2 ou 3 joueuses du Québec. Puis moi, c'est ça, j'étais allée faire des tournois préparatoires avant. Puis ensuite, on a joué. Oui, c'est ça, les Case-Lees. On a une chose S'il y a une petite chose que je peux relate de ton parcours, c'est ça aussi, je les ai fait. Pour se préparer à l'Orange Bowl. Puis tu sais, ça, encore une fois, à 12 ans, partir en Floride pour jouer l'Orange Bowl contre tous les meilleurs du monde, en fait. Là. Ouais. C'est une belle expérience aussi. Là. C'est ça. Là, pourquoi que je voulais qu'on parle des Jeux du Québec, c'est les Jeux du Québec, ça a l'air poche, tu sais, quand tu penses à j'ai fait les championnats canadiens, les championnats québécois, Coupe Leblanc, l'Orange Bowl. Mais moi, en tout cas, mes 3 éditions aux Jeux du Québec, c'est probablement les 3, assurément, sont dans mes 5 tournois préférés à vie. Toi, où tu classes les Jeux du Québec dans tout ce que tu as fait? Ben, c'est sûr que les Jeux du Québec, c'était vraiment. Quand je les ai faites, c'était pas pour les points parce que au tennis, c'est pas comme dans les autres sports. C'est pas toutes les joueuses qui décident de s'inscrire aux Jeux du Québec. Fait que ça fait descendre comme la valeur du tournoi. Puis tout. Mais j'adore les tournois en équipe. Exemple, tu sais, mettons, à la télé, mon tournoi préféré, c'est la Coupe Lever, où est-ce que c'est des tournois en équipe. Et c'est ça, on en reparlera plus tard, là, mais aux États-Unis, ça fonctionne en équipe. Fait que jouer pour ma région, le centre du Québec, c'était la principale raison pourquoi je l'ai faite. Partir encore une fois une semaine avec mes amis de tennis, puis aller jouer contre les autres régions pendant toute la semaine. C'est vraiment l'ambiance, l'encouragement pendant les points, parce qu'au tennis, il n'y a pas de... Normalement, là, dans les tournois, il n'y a pas de bruit et tout, mais là, au Jeux du Québec... Puis j'ai une chose à dire. Vas-y. Sans toi, je pense pas qu'on aurait fait la finale parce que tu nous as vraiment encouragés à fond. Puis, tu vois, Isaïe, j'ai eu il y a un petit peu de moi dans son parcours. Non, mais pour mettre les gens en contexte, écoute, cette année-là, ce qui est arrivé, c'est habituellement au centre du Québec, on était une région de milieu de peloton. Tu sais, les 2 années que je les ai faites, on a fini comme genre 8e. C'est qui domine? Puis 9e. Qui domine, Amélie? Genre Laval, Capitale-Nationale, Saguenay. Ben, c'est un peu séparé vu qu'à Montréal, il y a plein de régions, mais tu sais... ça dépend vraiment qui s'inscrit parce que, comme Amélie a dit, aux Jeux du Québec, au tennis, c'est tellement... Ça, je comprends pas, là, parce que c'est tellement le fun. Mais ça, je trouve ça les meilleurs au Québec s'inscrivent pas ou peu. Non.
Donc, ça va vraiment dépendre quelles régions qui ont réussi à convaincre leurs joueurs de s'inscrire. Ce que je comprends que tu veux me donner bien du mérite, puis inquiète pas, je vais prendre tout le mérite que tu me donnes. Mais je pense qu'il y a une grosse partie du mérite de cette édition-là qui revient à Kevin Bussière. Pourquoi? Parce qu'il a fait toute une job de sensibilisation auprès de notre région pour aller chercher le meilleur de chaque catégorie. Tu sais, il est allé chercher toi qui étais première au Québec à ce moment-là. Il y avait Olivier Adam, qui maintenant Olivier est gardien pour l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue junior majeure du Québec, mais qui avait déjà été premier au Québec quand il était junior. Kevin avait fait toute une job pour aller se booster une équipe. Puis, tu sais, je veux dire, je ne considère pas se booster une équipe parce qu'on est allé chercher nos bons joueurs qu'on avait disponibles. Ça, c'était vraiment le fun. Mais pourquoi Camélie dit que j'ai autant encouragé? C'est parce que moi, ça faisait 2 éditions que j'y allais. Donc, moi, je savais comment ça fonctionnait. Puis, ce qui arrive, c'est qu'au Jeux du Québec, tu as 2 coachs et souvent, tu as une personne comme expert administratif, logistique, organisation des Jeux du Québec qui est attribué à ton sport et qui suit. Malheureusement, cette année-là, il manquait de gens. Donc, à cause qu'au tennis, c'est une petite gang, ils ont fait confiance au coach pour gérer tout ce qui est l'aspect logistique. Kevin m'a écrit, il m'a dit ça te tente-tu de venir? Tu vas avoir un rôle coach/missionnaire. Là, moi, c'est sûr, j'ai dit oui. Mais quand je suis allé, là, d'après moi, j'avais reposé ma voix 1 mois d'avance. J'ai jamais encouragé une équipe de même. Ça a été vraiment. C'est une édition que je n'ai même pas participé en tant que joueur et c'est mon édition préférée de mes 3 Jeux du Québec. Parce que, premièrement, on avait toute une équipe. Malheureusement, on a eu une défaite crève-cœur en finale. On a terminé 2e. Oui, mais les premières rencontres, on n'avait pas perdu un match. Ouais. En fond, comment ça fonctionne, c'est que tu as 6 matchs à jouer. Puis, fait que ça peut finir 3-3. Donc, après, c'est au 7. Puis après, c'est au game. Moi, ça m'est déjà arrivé une édition qu'on a gagnée par une game. Fait que c'est ça. Donc, après les 2 ou 3 premières rencontres, je pense qu'on n'avait pas perdu un match. Ouais. Fait que, on était vraiment arrivé confiants en finale. Malheureusement, il y a des matchs qui ont été super serrés qui n'ont pas tourné de notre bord. Fait que là, en tout cas, c'est pas mon expérience qu'on veut savoir. Toi, comment tu as vécu ça par rapport à tes autres compétitions? Tu classes ça? Je pense qu'en finale, on avait joué contre le Saguenay. Oh, oui, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis on avait perdu par un match. Là, j'avais perdu mon match en 3-7. Donc, si j'avais gagné, on aurait peut-être pu l'avoir, mais tout le monde aurait pu gagner aussi. Là. Mais ouais, c'est ça, les Jeux du Québec, c'est vraiment pour. C'était oui au terrain de tennis, mais tout alentour, je me souviens du gros spectacle. Je pense que ça se peut-tu Marimé qui était venu? Oui. En tout cas. C'était à Montréal. C'était à Montréal. Oui, c'est ça. J'étais là. C'était à Montréal. J'étais là. Puis c'est ça qui a rendu. T'étais là de. Ouais, moi, je suis un joueur de basket. Non, je suis un joueur de basket. Là. Mais ouais, c'était au stade olympique. Ouais, c'est ça. Puis il y avait. Papa Outé, là. Non, c'était Karim Ouellet. Oui, mais moi, je cherche. C'est pas ça que je cherche. C'est pas Half Moon Run. Non. Non, mais ils ont un nom. Walk Off the Earth. Ouais, qui font des patates. En tout cas, on est rendu. Non, ça, c'est un autre. En tout cas, que tu parles, mais on est rendu dans la critique musicale. Mais là, on est vraiment rendu dans le inside des Jeux du Québec de cette édition-là. Ouais, c'est vrai, c'était à Montréal. On voyageait par métro. Avant, c'était mes autres éditions, c'était en autobus. Non, c'était vraiment spécial comme édition. Ça avait été vraiment. Ça avait été vraiment. Mais je pense que c'était une des plus grosses éditions. Il y avait eu avec le stade olympique. Puis en plus, c'était. Je me souviens de ça, Nadia Comaneci, ça faisait comme 50 ans qu'elle avait parce que d'après moi, c'était en 2016. Fait que ça veut dire que ça faisait 50 ans. Oui, exactement. 50 ans qu'elle avait eu sa note parfaite aux Jeux olympiques à Montréal. Puis ça, je m'en souviens, je vais tout le temps m'en souvenir parce que dans ma gang d'amis, il y a des filles qui font de la gymnastique. Puis à la remise des médailles des Jeux olympiques, des Jeux du Québec,
était venue parce qu'elle était à Montréal, parce qu'elle était revenue vu que ça faisait 50 ans qu'elle avait eu son exploit et tout. Tu sais, moi, je savais pas tant c'était qui Nadia Comaneci. Tu sais, je savais que c'était une gymnaste, mais pas plus que ça. Puis c'est elle qui m'a remis ma médaille dans mon cou, ma médaille d'argent quand il y a eu la remise des médailles. Puis tout, moi, je m'en souviens de ça. Puis, tu sais, après, j'étais comme, c'est Nadia Comaneci qui m'a remis ma médaille. Puis là, eux, ils étaient comme, et voyons, c'est comme une des plus grandes, tu sais, elle a marqué l'histoire. Puis tout, fait que ça c'est vraiment cool aussi, là. Avez-vous passé proche de gagner une médaille, Isaïe? Non. OK. Non, pas du tout. OK. Dommage. Mais c'était le fun d'en parler avec vous. On dirait que ça rapporte ça rappelle des beaux souvenirs puis tout. Là. C'était vraiment nice, les Jeux du Québec. Là. Vraiment le fun, cette édition-là. Puis je me rappelle que il y avait toi, il y avait Jean-Christophe qui m'avait dit ça. Jean-Christophe qui était l'autre joueur 12 ans dans cette édition-là, Jean-Christophe qui est rendu aussi assez loin dans le tennis, que vous étiez venu me voir une couple de semaines après parce que vous aviez de vos amis de tournoi qui étaient venus vous voir et dire « Hey, votre missionnaire, il était bien craqué. » Oui, parce que d'après moi, quand on les a revus dans les tournois, ils s'y mettent pas. Non, mais je veux dire, on a le droit d'encourager. Hey, moi, j'avais des parents qui me regardaient croche puis qui venaient m'avertir. Je disais, non, on a le droit. Ah non, j'étais fatigant, mais fatigant correct, comme on dit, fatigant positif. Mais oui, mais faut pas faire ça dans un tournoi normal parce que tu vas te faire sortir, ça sera pas long, là. Oui, exactement. Amélie, j'aimerais ça aborder cet aspect-là de ton tennis. On s'en est parlé un petit peu quand on est allé jouer ensemble l'autre fois. Tu sais, on a mentionné le fait que tu as déjà été première au Québec. Comment tu as vécu, te connaissant, comment tu es compétitive, puis je sais que tu regardais ça, les stats et tout ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, mettons, d'être première au Québec, puis d'avoir la pression qu'à chaque fois que tu joues contre quelqu'un, tu es supposé gagner? C'est une bonne question parce que c'est sûr que c'est vraiment pas évident. Là, j'ai eu des hauts et des bas. Souvent, par moments, on dirait que j'avais plus de bas que de hauts parce que c'est vrai qu'une fois que tu penses que tu peux gagner contre tout le monde puis tu n'as plus de raison de croire que tu peux perdre, mais après ça, c'est pas de dire, OK, il faut que j'aille battre quelqu'un en haut de moi, c'est faut pas que je perde. Au lieu de dire faut que je gagne, je commence à me dire faut pas que je perde. C'est là que c'est pas évident. Mais ouais, c'est ça. Fait on le voit aussi du côté professionnel là, que c'est difficile de garder tout le temps des bons résultats. C'est sûr qu'à un moment donné, il va en avoir des moins bons, mais c'est de pas se laisser abattre par ça puis de continuer à travailler fort puis de toujours vouloir aller plus loin, je pense. C'est ça, tu sais, il y en a beaucoup qui disent que c'est déjà quelque chose se rendre au sommet, mais ce qui est encore plus difficile, c'est d'y rester. Oui. il y a eu un petit moment. Non, c'est pas moi qui ai créé cette quote-là parce que j'aurais un livre. Ouais, non, exact. C'est ça qui est. C'est vraiment difficile. Mais justement, juste de l'atteindre, est-ce que ça. Comment tu as vécu? Est-ce que tu as pris un moment donné pour faire OK, je suis première au Québec, il y a personne. À ce moment-là, tu étais au top. Là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as savouré ou tout de suite tu t'es mis comme en mindset de non, il faut que je continue à m'améliorer? Ben, c'est sûr que mon coach il était toujours là pour moi. Je pense que c'est important de rester humble dans tout ça quand tu obtiens des résultats puis de vraiment garder les deux pieds sur terre. Puis une fois que tu atteins un objectif, oui, tu peux t'en réjouir puis être contente d'avoir atteint tes objectifs, mais c'est important de s'en fixer des nouveaux. Sinon, je pense que c'est là que souvent tu peux comme prendre un peu de recul puis comme plus perdre la motivation à avoir c'est important d'avoir des nouveaux objectifs tout le temps. Puis ça, mon coach, il me l'a tout le temps
vraiment bien rappelé que c'était, le plan était clair, c'était quoi, tu sais, t'atteins quelque chose, mais on vise tout le temps plus haut. Puis en changeant de catégorie aussi, souvent, ben là, ça te permet de jouer parce que au tennis, on est comme pas beaucoup dans le circuit québécois. Fait qu'on a l'opportunité, mettons, quand t'es 14 ans, ben, tu peux jouer les tournois 16 ans. Quand t'es 16 ans, tu peux jouer tes tournois 16 ans et 18 ans aussi. Fait que c'est sûr que jouer contre des plus vieilles, après ça, tu pouvais aller comme chercher d'autres mondes en haut de toi encore tout le temps. Fait que c'est un peu ça. Puis là, tu as parlé d'objectifs, puis toujours viser plus haut. Là, tu t'en vas jouer NCAA. Est-ce que tu as un objectif après ça? Est-ce que tu as déjà quelque chose que tu vises? C'est une bonne question parce que souvent, les gens ils vont penser que je veux faire du tennis pour gagner ma vie, mais en fait, tu sais, je pense que quand on est jeune, là, peu importe le sport qu'on fait, quand on a 8-9 ans, on pense tous qu'on va jouer à la télé un jour puis qu'on va devenir professionnel de notre sport. Mais tu vois, moi j'ai pogné le reality check assez vite. Mais tu sais, c'est un peu ça que j'ai réalisé un jour. Puis tu sais, au lieu de me dire, ben là, si je suis pas professionnelle, pourquoi je continue? Ah ouais. Mais comme Anthony, tu vas pouvoir le dire avec moi que toutes les joueurs qui étaient avec toi dans ton sport études, il y en a beaucoup qui voulaient faire l'université américaine. Puis c'est un peu ça qui me motivait parce que moi, je voyais tous eux qui partaient à l'université américaine, eux qui étaient plus vieux que moi. Puis, fait que là, je me suis comme intéressée à ça, à savoir un peu c'était quoi. Puis, quand j'ai vraiment compris que ça allait être ça pour moi, mon gros objectif de carrière de tennis, bien là, c'est sûr que, tu sais, oui, j'avais des objectifs à court terme, mais à long terme, c'était vraiment de partir jouer aux États-Unis, d'obtenir une bourse, puis de faire mes 4 ans là-bas, de faire le mieux possible pour mon université. Puis après ça, ben, tu sais, c'est difficile de faire les circuits professionnels, puis je pense pas que c'est pour moi. Mais, fait que c'est ça, juste l'université américaine. Puis après ça, on verra qu'est-ce que je fais avec le tennis. C'est sûr que je vais continuer. Mais ouais, le gros, c'était ça. Puis là, l'expérience fait juste commencer. Parfait, ça. Dernier petit point que j'aimerais parler avec toi. Tu as pris une pause de tournoi là, à peu près 1 an. Ça se peut-tu? Ben, juste avant que la pandémie elle arrive. Ouais. Parce que justement, tu m'avais parlé que c'était des moments un peu plus tough en tournoi. Comment te dealer avec ça? J'imagine que ça veut dire que 1 an, tu avais 16. Comment. Je trouve ça impressionnant que tu aies eu la maturité de faire OK, je vais prendre une pause de tournoi alors qu'à cet âge-là, on les enchaîne un après l'autre. Puis ce que je veux savoir, c'est cette pause-là, comment elle va t'avoir mieux servi pour la suite? Ben en fait, c'est sûr que je pense que c'est normal de se poser des questions. T'sais, tout le monde s'en pose. Là, j'ai eu quand tu as une dure défaite, tu te demandes, OK, est-ce que je veux vraiment retourner le lundi matin pratiquer puis continuer encore à faire tous mes entraînements? Puis, c'est normal des fois de se poser des questions. Mais juste avant, au mois de novembre, avant que en 2019, en fait, avant la pandémie, là, j'avais vraiment eu comme mon plus gros down. J'arrivais plus à gagner un seul match. J'étais vraiment... mentalement aussi, ça, j'ai fait vraiment beaucoup de travail. J'ai même parlé avec une psychologue sportive pour m'aider avec ça, puis j'ai vraiment fait beaucoup de travail mentalement. Mais ouais, c'est ça, j'avais décidé d'arrêter de faire des tournois juste avant que la pandémie arrive pour quand même continuer à jouer puis à m'entraîner. Mais c'est ça, j'avais fait une pause de tournoi, puis là, il y a eu la pandémie. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé que après, comme mettons, 6 mois, parce que je pouvais pas en refaire à cause, il y avait le COVID, tout ça, j'ai vraiment réalisé que je pouvais pas arrêter. Puis que ça me manquait vraiment la compétition, puis les tournois. Puis parce que c'est bien beau s'entraîner, mais moi, je me suis toujours entraînée pour qu'est-ce que tu entraînes la semaine. Tu vas aller le mettre en tournoi à la fin de semaine pour voir si ça fonctionne. Puis moi, en ayant plus les fins de semaine de tournoi, ça me manquait vraiment. Fait que là, c'est sûr que j'ai hâte de refaire des tournois. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait.
j'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller. Puis, ouais, c'est ça. J'espère qu'il va en avoir cet été pour que je puisse m'en faire. Fait qu'à à la place, en attendant, tu donnes des volets aux vieux schnocks comme moi. Je pense qu'on a fait un bon petit résumé de ton parcours, Amélie. J'enchaînerai parce que, justement, j'enchaînerai avec quelqu'un qui a un style de jeu qui peut te ressembler. Peut-être plus, je dirais, ton style de jeu ressemble à elle. On va parler aujourd'hui de Bianca Andreescu, qui a été la sensation pendant un été, là, qui n'est pas l'été passé, l'autre été. Pourquoi c'est elle que tu veux parler aujourd'hui? Plusieurs raisons. Bianca, depuis qu'on entend parler d'elle, je l'adore pour son style de jeu, de la façon qu'elle se bat sur un terrain. Elle est jeune, elle est canadienne. Je pense que ne doit pas être la seule qui l'a comme inspiration et qui l'a comme modèle à chaque jour. Je veux dire, elle a gagné, c'est la première, si je ne me trompe pas, c'est la première Canadienne de tous les temps à gagner un tournoi du Grand Chelem, qui est incroyable. Puis en plus de ça, au tennis, il y a plusieurs styles de jeu, plus offensif, attaque, direct. Après ça, tu as mon style de jeu, puis celui-là d'Andreescu qui est plus de varier, de faire des balles spinées, coupées. Puis c'est vraiment ça où est-ce que je peux comme m'inspirer d'elle à chaque jour, c'est que quand je la regarde jouer, ben je peux comme un peu la copier puis prendre de ses trucs parce que j'essaie d'avoir le même style de jeu qu'elle. Ouais. Ouais, non, c'est Bianca, ce qui fait, moi, elle m'impressionne tellement, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle est si bonne puis qu'elle peut battre n'importe qui, c'est qu'elle a un style de jeu que vraiment peu de joueuses ont. La seule qui me vient en tête qui a un style de jeu vraiment comme elle, parce que, tu sais, Bianca, c'est pas, tu sais, il y en a des filles qui varient, mais qui font juste ça varier. Tu sais, Bianca, là, elle est capable là, d'échanger avec les filles qui tapochent. Puis la seule qui me vient en tête, c'est peut-être Ashley Barty, qui est numéro 1 au monde en ce moment. Puis je pense qu'il n'y a pas d'hasard pourquoi Ashley Barty est numéro 1 en ce moment. Puis selon moi, Bianca est meilleure que Ashley Barty. C'est juste que Bianca n'est pas capable de jouer 2 tournois de suite. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Amélie? Oui, Ashley Barty, c'est une autre de mes inspirations. Puis j'ai été un peu déçue parce que, dans le fond, Bianca était blessée, mais là, elle vient de revenir. Puis à son deuxième tournoi, si je ne me trompe pas, en finale, elle a joué son premier match contre Ashley Barty. Fait que là, j'étais vraiment contente de voir parce qu'ils jouent comme de la même façon. Les deux, ils jouent un style de jeu varié. Mais là, Bianca s'est blessée en finale, fait qu'on n'a comme pas eu le match qu'on espérait. Mais ouais, c'est vraiment mes deux joueuses qui m'inspirent beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce qui m'a impressionné de Bianca, c'est que, tu sais, oui, elle avait parce que ça faisait quand même un bout on en entendait parler, mais c'est comme si, oui, elle avait des bons résultats, mais il n'y avait rien de, tu sais, exceptionnel. Elle était encore super jeune, puis c'était bien correct. Mais il n'y avait rien qui se tramait. Puis là, à un moment donné, un tournoi pré-Australian Open, elle sac une volée à Eugénie Bouchard, genre 6-0, c'est ça. Elle bat genre Venus Williams puis Wozniacki, je pense. En tout cas, elle a comme battu 3 filles super bonnes dans le même tournoi. Puis ça a comme fait OK, gros tournoi. Là, après, elle gagne Indian Wells. Là, en sortant de nulle part, c'est quasiment si elle sortait des qualifs, je pense, à Indian Wells. Est-ce que. Isaïe, je te regarde comme si tu avais la réponse. Tu as un point d'interrogation dans. Mais en fait, je me souviens pas exactement, mais je me souviens que la transition était tellement rapide elle a fait les qualifs d'un tournoi. Puis après ça, elle s'est rendue super loin. Puis la semaine d'après, elle gagne un tournoi en battant 3 bonnes joueuses. Puis... Ah non, ça avait aucun bon sens. Ou je pense qu'elle avait peut-être eu
une invitation spéciale, en tout cas à Indian Wells, mais ça avait vraiment sorti de nulle part. Là, elle se blesse. Après, elle revient pour la Coupe Rogers. Elle gagne la Coupe Rogers. Ouais. Après, elle ne joue pas Cincinnati parce qu'il y a grosse semaine de tennis. Elle revient au US Open, gagne le US Open. Ça avait vraiment pas de bon. Ah, c'est ça, c'est. Ouais, contre Eugénie, 6-2, 6-0. 6-0 contre Eugénie. Ah non, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Comment, tu sais, cette année-là, est-ce que quand elle est revenue quand, mettons, elle a commencé US Open, est-ce que tu pensais qu'elle avait une chance de le gagner? Jamais que Ah j'aurais ouais. pu prédire ça. Parce que même si elle avait connu un bon tournoi avant, tu peux pas prévoir qu'une joueuse va faire deux bons tournois de suite, surtout qu'un Grand Chelem, c'est 7 matchs que tu as gagnés sur 2 semaines. Jamais. Mais c'est ça qui m'impressionne d'elle, c'est que premièrement, je pense que 80% de ses matchs vont en 3-7. Ah, ça n'a aucun bon sens, hein? On dirait qu'il n'est pas capable de conclure ça en 2-7. Il faut comme qu'elle fasse un match de 3 heures obligé. Mais bon. Ça n'a aucun bon sens. Je te le dis. C'est parce que j'avais une discussion avec notre rédacteur golf, Kevin Bussière. Kevin me disait ouais, elle va être numéro 1 au monde. Je disais, Kevin, il va falloir qu'elle apprenne à closer des matchs en 2-7. Parce ouais. que il y a une partie des raisons pourquoi elle est blessée, que c'est ça. Ces tournois sont éreintants, ça n'a pas de bon sens. Mais une des choses qui m'impressionne le plus chez elle, c'est que justement, mettons, elle gagne le premier set, elle perd le deuxième 6-1, elle perd 4-0 dans le troisième, elle a les cheveux tout pétés, elle est tapée de partout, tu penses qu'elle va mourir sur le terrain, mais elle continue à se battre, à courir toutes les balles, à rebriser, à refaire une balle, à remettre une balle de plus dans le terrain, puis c'est un peu ça que tout le monde veut être capable de faire un jour, de se battre à un tel point sur un terrain de tennis, puis de finalement aller gagner, aller chercher la victoire. Puis, ouais, c'est impressionnant. Mais je lisais un article tantôt qui disait qu'elle changerait peut-être le visage du tennis dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que. My God, Isaïe, la question, j'aime ça. Merci. Mais penses-tu ça que ça va changer? Dans quel sens? Ben, qu'elle va prendre tellement de place. T'étais pas prêt à une sous-question. Ouais, hein? c'est ça. Non, mais tu sais qu'elle va prendre tellement de place, elle va tellement genre dominer le tennis, tu sais, que peut-être le style de jeu va changer, que tu sais, elle va être numéro 1, là, en fait. Ben, je trouve pas ça fou parce que, écoute, tu sais, avec Barty qui est numéro 1, Bianca qui le serait si elle jouait tous les tournois ou en tout cas un minimum de tournois acceptables. C'est pas fou, tu sais. Peut-être que le style de jeu, alors que les filles sont généralement toutes des filles qui jouent super liner à 2 pouces du filet avec aucune marge d'erreur. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie? C'est pas mon opinion qu'on veut savoir. Je pense que c'est très possible parce que justement, comme des jeunes filles comme moi, qui peut peut-être inspirer à voir le tennis d'une différente manière, que tu n'es pas obligé de bûcher dans la balle tout le temps puis de frapper à 2 pouces du net, puis que tu as le droit de relever la balle. Parce que ça me fait penser à Bianca, mais tout le temps sur son bras, comme un petit élastique. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Là, il y avait plein de filles, il y a 2 étés, qui avaient commencé à faire ça. Fait que j'imagine qu'elle a quand même un impact d'influence sur plein de gens. Fait que peut-être que si ils commencent à jouer comme elle, peut-être que le tennis, effectivement, ça pourrait changer un peu. Mais tu sais, il y en a qui là, moi, je te dis pas mon opinion avant que tu me dises la tienne, mais il y en a il y en a même, je pense que c'était Angélique Kerber qui l'avait traité de drama queen. Ouais. Il y a pas juste elle qui l'a dit. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ceux qui la qualifient de drama queen? Mais quand c'est arrivé à ce match-là, qu'est-ce que j'ai trouvé le fun de André Rieu, c'est que elle s'est pas laissée impressionner par ça. Tu sais, elle a 19-20 ans, puis elle se fait traiter de drama queen
par Angélique Kerber, qui est une des tops du circuit. Puis la semaine d'après ou la semaine d'avant, elle a rebattu encore, puis elle s'est comme pas laissée affecter par ça. Tout le monde parlait de ça, puis c'était comme le gros événement. Mais c'était quoi déjà la question? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu trouves qu'ils ont raison, les gens qui disent qu'elle est Drama Queen? Ben non, je vois pas pourquoi que tu serais Drama Queen parce que tu sais, Andreescu, elle donne un show parce qu'elle se bat, puis ça peut paraître comme peut-être exagéré, mais en fait, je pense pas, parce que c'est juste de la manière que... Puis il y en a pas beaucoup qui font ce qu'elle fait, je pense. Non, moi, je suis totalement d'accord. Le tennis est un milieu conservateur qui est pas beaucoup accepté de laisser montrer ses émotions. On aime ça, les fédéreurs là, qui sont super neutres et qu'ils ne montrent jamais d'émotions. Mais ça fait partie du sport. C'est pour ça que des joueurs comme Novak Djokovic, mon protégé, n'est pas aimé. Donc, parce qu'il montre plus ses émotions que les autres, c'est juste un fait. Là, il montre plus les autres, puis souvent, c'est pris négativement. Je pense que c'est le cas pour Bianca. Mais moi, que tu montres tes émotions, je m'en sac, mais fight. Tu sais, dans le sens que, mettons, Kyrgios, c'est un joueur qui montre ses émotions. Quand Kyrgios, là, tu sais, en Australie, cette année, il l'a super bien fait. Quand il fight, là, quand il se bat puis il s'acharne pour gagner, que tu montes tes émotions, je m'en sac bien raide. Mais il faut que tu t'acharnes. Si tu montes tes émotions, mais tu lâches, tu tanks là, dans le jargon du sport, là, que tu t'en fous puis tu laisses passer le match, là, j'ai un problème avec ça. Parce que là, je pense que ça devient antisportif. Mais tout le monde a le droit de montrer ses émotions comme ils veulent, mais il ne faut juste pas que ça te nuise. Il y en a qui dire des gros commandes ou avoir des réactions positives et négatives, ça fait juste les aider après ça à se battre encore plus. Il y en a qu'il faut qu'ils restent plus calmes, sinon s'ils deviennent trop émotifs, ben là, ils cassent. Je parle peut-être un petit peu de moi en ce moment, mais non, mais c'est de trouver l'équilibre et de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Puis comme pour revenir à Drama Queen, oui, Bianca, elle démontre beaucoup d'émotions sur le terrain, mais c'est ça qui la fait rester dans le match puis qui fait qu'elle continue à se battre avec son style de jeu. Puis c'est ça sa manière. Fait. Non, je suis d'accord. Tu sais, je vais faire un petit parallèle avec le golf. Il y a un joueur de golf qui s'appelle John Ram qui est dans les 5 meilleurs au monde. Le golf aussi, c'est un milieu ultra conservateur comme le tennis. Ce qui est justement le fun du basket, parce que je pense que le basket, c'est un des sports les moins conservateurs. Ouais. OK. Non, mais ouais, c'est différent, ouais. Mais, puis, tu sais, au golf, puis justement, John Ram, c'est un joueur qui est ultra, tu sais, qui a un caractère bouillant, puis qu'il laisse paraître un peu plus ses émotions que les autres. Puis il est souvent critiqué pour ça. Mais à un moment donné, je me rappelle, il avait répondu en entrevue, ouais, mais si vous regardez les statistiques, c'est moi qui ai la meilleure moyenne, mettons, sur les trous après que j'ai fait un boogie. Fait que dans le fond, après avoir fait un mauvais trou, c'est moi qui reviens toujours le mieux du circuit. Je trouvais que c'était tellement un bon exemple. C'est chacun sa méthode. Si toi, c'est de lâcher un sac ou un petit sac bien placé ou laisser sortir un peu d'émotions négatives, c'est ça qui te fait revenir. Il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, Daï? Ben, étant donné que le golf et le tennis, c'est un sport individuel, moi, je vois pas de problème à ça. Mais quand tu tombes dans un sport d'équipe, lâcher un sac, ça fait redescendre les épaules à tout le monde. Fait que je suis d'accord si c'est un sport individuel, mais un sport d'équipe. OK. C'est bon. Merci d'amener ce côté-là de la question. C'est vrai, oui, je trouve ça intéressant parce que sur un terrain de tennis ou tous les sports individuels, si tu prends le blâme pour tout, là. Ouais. Si ça va bien, c'est à cause de toi. Si ça va mal, c'est à cause de toi. Mais c'est vrai que dans un sport d'équipe, si ça va mal pour toi, il ne faut pas que tu le fasses subir à tout le monde. Puis c'est là qu'on voit c'est qui les leaders d'une équipe puis tout ça. Fait que... Tu le fasses plus discret. Ouais.
Dans ta tête, là, c'est ça. Là. Dernière question sur Bianca, Amélie. Comment tu vois le reste de sa carrière? Comment tu vois de Grand Chelem, mettons? Mais on est bien parti avec un à 20 ans. Il y en a qui en ont eu bien plus tard. Un nombre, je ne sais pas. Mais, tu sais, là, c'est sûr que ça part un petit peu moins bien en étant blessé très jeune. Mais j'ai vraiment confiance qu'elle va faire une belle carrière. Puis, tu sais, 10 et plus là, des grands chelems. Là, on va en prendre en masse. Puis, je pense qu'elle va continuer à gagner de l'expérience. Puis, moi, c'est sûr que je vais continuer à la suivre tout le temps. Je pense que ça va rester une de mes joueuses préférées pour encore un bon bout. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ouais. OK. Moi, j'avais entre 5 et 7, mettons. C'est ce que j'ai en tête. Je pense que les blessures, là. Pas plus. Mais moi, c'est vraiment le côté blessure. Écoute, à 20 ans, elle avait déjà un problème de blessure avant son ascension. Elle en a clairement toujours un. Je ne sais pas si c'est une thérapeute sportive qui doit être congédiée ou c'est. Puis c'est pas la flexibilité parce que souvent la flexibilité amène son lot de blessures. C'est pas la flexibilité parce qu'on l'a vu faire des fois la split ou presque sur le terrain. C'est-tu une tolérance à la douleur? J'ai aucune idée. On est zéro là pour juger ça. Je pense pas qu'après le nombre de fois que ça l'arrive, je pense pas que c'est une coïncidence. Je pense vraiment que là, ça devient un pattern. Est-ce que je trouve ça inquiétant? La réponse est oui. Mais il va falloir trouver une façon. Est-ce que c'est en jouant moins de tournois? Est-ce que c'est en changeant un style de jeu? Je ne sais pas, mais il y a clairement il y a clairement quelque chose qu'il va falloir qu'il change parce que, écoute, elle a raté 15 mois de suite. Là. Ouais. Mais c'est qui a le record pour les femmes? Je pensais que tu allais dire c'est qui a le record pour le plus de tournois ratés. Non, non. Le record, pour le nombre de Grand grands chelem, chelems, c'est ouais. Serena Williams à genre Ouais, Serena Williams. 23, là, je 23, sais pas. OK. Je sais pas. Ça sera pas comme ça, là, selon moi. Ouais. Mais au moins une coupe de grand chelem, là. Je vais aller voir Serena Williams, elle a combien. Isaïe part le premier segment. On va partir notre premier segment. Donc, Amélie, notre premier segment, c'est le segment épais au génie. Donc, on va te poser une question, puis on va voir dans pour celui-là, quelques semaines. Pile. 23? Oui. On va voir dans quelques semaines si tu es une épaisse. Oui. Au féminin ou une génie. Donc, notre question pour toi, c'est qui remportera le Roland-Garros? Il va être commencé? Autant chez les gars que chez les filles. Oui, je vais dire mes deux prédictions. Oui. Du côté des filles, je vais aller avec Ashley Barty parce qu'en ce moment, elle écrase tout le monde. Puis, je l'aime beaucoup aussi, comme on a parlé un petit peu tantôt, là, avec le style de jeu. Elle est première au monde. Puis, je mets mon vote sur elle. Puis, pour les hommes, ça va peut-être pas l'unanimité, mais Nadal, Rafael Nadal, qui va remporter son 21e Grand Chelem pour dépasser Federer à 20. Nous, on veut, hein? Parce que pour ceux qui suivent vraiment Inspiration, le monde savent que si Nadal gagne un 21e Grand Chelem, c'est un deuxième podcast avec Alexandre Barrette. Oui, puis même, j'ai entendu qu'on allait à son show aussi. C'était ça? Oui, ça, je pense que c'était pas dans le contrat du 21. Ouais, en tout cas, on a beaucoup de raisons de souhaiter que... Mais pourquoi tu dis Nadal? Parce que c'est son tournoi, là? Oui, c'est son tournoi. Puis, tu sais, ça sera pas facile parce qu'en ce moment, les jeunes, Zverev, Medvedev, Rublev, ils sont durs à battre. Puis Nadal, il n'a pas connu une pré-saison une saison de temps battu jusqu'à maintenant extraordinaire. Mais ça fait trop longtemps que j'attends qu'il dépasse Federer avec le nombre de grands chelems. Fait qu'il faut que ça soit maintenant. Toi, Anthony? Est-ce que tu veux mon choix de cœur ou mon choix que je pense?
Je pense que je vais y aller avec Nadal. Habituellement, je pense. Mettons, si tu m'avais demandé ma réponse, v'là 4 mois, j'aurais dit Dominic Thiem. Mais là, Dominic Thiem est zéro en shape. Il y a vraiment eu un post-Australian Open difficile au niveau de la santé des blessures. Je pense pas qu'il est dans la shape qu'il aimerait. Là. Il n'y avait pas eu des bons commentaires par rapport à sa game shape au début de la saison de la terre battue. Donc, je pense pas qu'il peut être le joueur à venir sortir Nadal. Je pense que Nadal va gagner un 21e, malheureusement. Non, arrête. Nous autres, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est probablement On l'aime pas, Djokovic, là. Ouh! C'est probablement je vais faire comme si je n'avais rien entendu. C'est probablement la seule fois que je vais être content que Nadal gagne parce que, Alexandre, nous t'attendons. mais c'est ça. Je pense que Djokovic, j'ai vraiment aimé comment Djokovic s'est comporté à Rome. Je l'ai vraiment encore sur le cœur, la finale de l'année passée. Là, ça avait été une cinglante défaite. Dont un 6-0. Fait que non, ça avait vraiment fait mal. Je pense que Nadal va gagner, mais j'aimerais vraiment ça que non. C'est ça. Isaïe? Moi, je dis Nadal juste parce que je veux qu'il gagne. Ouais. Mais je pourrais pas dire plus. Je sais que c'est son tournoi et tout, mais. Mm-hmm. T'as oublié chez les filles. Ouais, moi aussi, je vais y aller avec Ashley Barty. Je suis allé regarder le classement, là, puis il n'y a personne d'autre qui me vient en tête. Osaka, incapable de jouer sur la terre battue, comme même problème que Medvedev. Moi, ça m'enlève ça. Il n'y a aucune fille qui semble hot, à part elle, sauf Iga Swiatek. Moi, c'était mon choix. Ouais. Sauf que, écoute, quand tu gagnes une finale 6-0, 6-0, j'ai l'impression, Amélie, tu me corrigeras si tu trouves que c'est pas vrai, mais mettons, là, quand tu joues un match puis que tu gagnes 6-0 le premier set, le deuxième set, là, c'est tout le temps difficile. Puis j'ai l'impression qu'après avoir gagné un match, avoir raflé tellement un tournoi autant qu'elle l'a fait, j'ai l'impression que ça peut quasiment jouer contre elle en arrivant à Roland-Garros. Est-ce que tu penses aussi ça? Ben, en même temps, ça donne tellement confiance, là. Ouais. Tu sais, il a dit que ça, il y a même, tu sais, à 6-0, 6-0, il n'y a pas eu de match, là. Non, Pliskova a gagné 13 points dans tout le match. Tu sais, il n'y a pas de match, là. Puis, tu sais, c'est pas juste une mauvaise journée, là. C'est juste que l'autre était trop forte. Puis, mais tu sais, il y a tout le temps. Oui, elle a gagné 6-0, 6-0, mais tu sais, après ça, tu repars en première ronde contre une fille qui est normalement moins bien classée. Puis, tu sais, t'as le temps de te remettre dedans. Puis, fait que, tu sais, je pense pas que ça va lui nuire, mais on verra. Et c'est elle qui avait gagné l'année passée. Oui. Crois. Oui. Oui, ouais. Roland Garros, ouais, c'est ça. C'est elle qui l'a gagné. Donc, championne en titre, on verra. Deuxième segment, Amélie. Roger Federer a effectué son retour aujourd'hui. Oui. Il a perdu contre Pablo Andújar. Comment vois-tu la suite des choses pour Roger Federer qui a dit qu'il jouait mieux que quand il avait 20 ans? Il a dit ça en entrevue? Ben, mais en tout cas, j'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais il semble satisfait de son niveau de jeu. Qu'est-ce que tu vois pour Federer d'ici, mettons, la fin de l'année? Ben, en partant, Federer, c'est pas dans mes préférés. Pourquoi, mettons? C'est rare. Ça, c'est vraiment comme une opinion qui fait que pas tout le monde a. Ben, tu sais, je pense que entre Djoko, Nadal, Federer, tout le monde a un préféré.
Puis ton préféré, ben, t'aimes moins les deux autres. Fait que, moi, je suis vraiment team Nadal. Fait que c'est qui les rivaux principaux à Nadal? C'est Djokovic et Federer. Fait que, c'est comme quand t'aimes le Canadien, tu peux pas aimer Boston. Exactement. Fait que, c'est sûr que je le porte pas vraiment dans mon cœur, Federer, même s'il est beau, il est bon, il est parfait. Mais moi, c'est pas... c'est ça, on dirait qu'il est quasiment trop parfait. Fait que j'aime mieux... je sais pas, je suis vraiment team Nadal. Fait que... Mais moi, c'est la même chose. Quand le monde me dit « Pourquoi t'aimes pas Nadal? » Aucune raison. Juste parce qu'il est bon contre Djokovic. C'est tout. Exactement. Mais pour Federer, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il manquait une trentaine de victoires pour avoir le plus de victoires de tous les temps au tennis. OK. Ben, je ne sais pas combien. Mettons 32 victoires, c'est faisable à son âge de faire ça en un an, ouais. vous pensez? Ça dépend. Ses calendriers deviennent de plus en plus petits d'année en année. Il va avoir 40 ans dans 2 mois et demi. C'est quand même incroyable qu'ils sont encore là. Mais... Non, je pense que Federer, moi, j'ai l'impression que si les Jeux de Tokyo sont cancellés cet été, là, ça va faire mal mettons, ça va faire mal au moral, là, je dirais. Puis je pense que la fin est proche. Ouais. En autant que Nadal est plus de Grand Chelem que Federer, moi, je suis heureuse. OK. Ça, m'en doutais pas. Isaïe, 3e segment? Yes, segment découverte. Là, on a parlé de Bianca Andreescu, mais est-ce qu'il y a une autre jeune joueuse que tu apprécies dans la WTA que tu aimerais nous parler, que tu nous recommandes de regarder, de surveiller? Oui, le choix est facile. Coco Gauff. Ah, je pensais pas que c'était ça que tu allais dire. Est-ce que vous la connaissez? Oui, je connais. Moi, non. Ouais, elle avait fait une super performance à 16 ans, genre. 16 ans ou même 14, ça n'avait pas de bon sens. C'est ça, en fait, que je trouve impressionnant. Elle a la même âge que moi. OK. Mais elle est combien? Je pense qu'elle est 13e au monde. Faudrait c'est quoi son nom? Là. Coco Golf? non, Coco Gauff. Corey Gauff, en fait. OK, puis elle vient d'où? Elle est 30e, elle est des États-Unis. Okay. Elle est 30e, elle a mon âge, puis elle vient des États-Unis. Elle s'entraîne avec elle a le même coach que Serena Williams. Fait que, tu sais, je trouve ça impressionnant, tu sais, genre, je comprends à quel point elle est bonne, là. Ah ouais. Tu sais, d'être là à mon âge, à jouer contre qu'elle a battu à Wimbledon, Venus Williams. Elle a fait 3 ou 4e tour à 17 ans. Elle avait 16 ans dans ce temps-là à Wimbledon. À Wimbledon, elle avait fait les 8e de finale. Puis, tu sais, là, elle est 30e. Ça veut dire qu'elle a gagné là, des matchs pour se rendre là contre des tops. Je ne me souviens plus exactement toutes ses performances, mais ça va être une prochaine top 10, top 5, c'est sûr. Ouais, parce qu'elle est loin de son prime, là, à 17 ans. Ouais, mais les filles, ça commence un petit peu plus tôt que les gars, par exemple, généralement. Le prime, mettons? Ouais. Ah ouais? OK. Parce que les filles atteignent mettons, une maturité physique plus tôt que les gars. Tandis que souvent, les gars, mettons, ils sortent des juniors, ils ont 18, 19 ans, ils sont zéro proches des gars qui ont 25, 26, 27. Là. Mais bon. Mais ça n'enlève rien qu'à 14 ans, elle était en 8e de finale à Wimbledon. Excellent choix, Amélie. Je pensais que tu allais parler de Leila Annie Fernandez. Mais... J'aurais pu parler d'elle aussi, mais ouais, c'est sûr que Leila, c'est une Canadienne qu'on va voir. Je pense qu'elle est 69e au monde en ce moment, Leila. Puis je l'ai déjà un peu côtoyée. Là. J'ai joué souvent avec sa sœur en double. Je la connais pas si bien personnellement, mais certainement qu'elle aussi, elle va être vraiment bonne plus tard. Ouais. Je pense que c'est elle qu'Alexandra Wozniak nous avait parlé. C'est une excellente question. Oui, ouais. J'étais-tu là à ce podcast-là? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Good. On va parler dernier segment, le segment controversé. J'avais prévu 2 questions. Je m'en allais demander qui est le meilleur joueur de tous les temps. Je pense que la réponse, ça serait facile.
n'y aurait pas vraiment de débat. Je sais que ton opinion, c'est Nadal. Moi aussi, mon opinion, c'est Nadal. Puis je l'ai expliqué dans 2 ou 3 podcasts. Je ne vais pas la répéter. Donc, ici, le consensus, c'est Nadal. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais moi, je dis Nadal pour l'instant, par exemple. On verra. Parce qu'il y en a qui s'en viennent ou. Parce qu'il y en a un qui s'en vient et il est présentement numéro 1 au monde. OK. Le segment controversé aujourd'hui, ça va être quand tout va être terminé, donc dans environ 15 ans, qui aura eu la meilleure carrière, Félix Auger-Aliassime ou Denis Shapovalov? Je commence à répondre, là. Vas-y. Moi, j'ai déjà Parfait. donné mon opinion dans le podcast avec Louis-Philippe et Alexandre. OK. Fait que, On a un peu parlé l'autre fois, mais je vais aller pour qu'est-ce que je pense. Selon moi, ça va être Shapovalov qui va connaître la meilleure carrière. Dans le fond, il est gaucher. Je pense qu'être gaucher, ça va beaucoup l'avantager. Puis, il y a le couteau entre les dents. Il va tout faire pour. Il donne un show quand il joue. Il a battu Nadal à la Coupe Rogers. Il y a déjà des grosses victoires en poche. Puis, selon moi, c'est lui qui va avoir la meilleure carrière comparativement à Félix. Mais est-ce que j'aimerais mieux que Félix ait la meilleure carrière? Oui. Parce qu'il est québécois, il est tellement gentil, mais je pense qu'il manque peut-être un petit quelque chose mais les deux sont incroyablement bons. Fait que c'est difficile à dire. Ils sont combienième, là, les deux au monde? C'est fou. Je veux dire, avant, là, je me rappelle, dans le temps, j'étais jeune, avoir un Canadien dans le top 100, c'était excellent. On en a 3 dans le top 20. Ça n'a aucun bon sens. C'est tellement fou là, ce qui se passe en ce moment avec le tennis. On a Pospisil 64e, fait qu'on en a on en a 4 dans les 65 premiers. C'est tellement bon. Mais ouais, c'est ça. Ça fait que Shapovalov est 15e, Raonic est 16e et Auger-Aliassime est 19e. Présentement, au moment où on se parle. Puis la dernière fois qu'ils ont joué contre, c'est Félix qui a gagné, c'est ça? Oui, Shapovalov n'était pas bien physiquement à ce match-là. Là, c'est des excuses, tu donnes? Ou... Non. Okay, Mais bon. moi, écoute, le head-to-head, les matchs un contre l'autre, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y en a que ça va compter en balance. Souvent, il y en a qui disaient ouais, Nadal est bien meilleur que Federer parce que son head-to-head, les matchs de Nadal contre Federer, ça avantageait beaucoup Nadal. Même si je pense que Nadal a une meilleure carrière que Federer, pour moi, ça ne compte pas dans ma balance puisqu'il y a des styles de jeu qui matchent mieux avec d'autres, qui fait que des fois, tu vas jouer des joueurs, tu n'es juste pas capable de les battre parce que c'est un style de jeu qui est complètement contraire au tien, puis que c'est difficile à jouer. Je pense qu'il est justement le cas de Federer et Nadal. Le style de jeu de Nadal est le pire style de jeu pour Federer à jouer contre. Je ne dis pas que c'est le cas de Félix et Denis. Je pense, par exemple, entre Félix et Denis, c'est 2 amis. Puis quand on regarde l'historique, mettons, de partout sur le circuit, quand 2 amis jouent contre, autant que ce soit 2 Français, 2 Russes, les matchs sont tout le temps weird un peu. Souvent, il y en a un qui donne une volée à l'autre. Après, l'autre match, c'est super serré. Après, c'est l'autre qui va donner une volée. Ça peut vraiment varier. Souvent, quand c'est des gars qui ont longtemps pratiqué ensemble, qui se tiennent ensemble dans la vie, ce qui est le cas de Félix et Denis, ce que selon moi, le head-to-head, je le prends avec un grain de sel. C'est mon humble opinion. Ce n'était pas une excuse que je donnais à Shapovalov. Par contre, écoute, Félix, j'ai déjà étalé mon opinion. Là. Comme j'ai déjà dit, je l'ai vraiment bien expliqué avec Alexandre Barrette, mais Félix, j'y souhaite tout le bonheur du monde. J'y souhaite d'être le meilleur de tous les temps. Mais les inquiétudes
que j'ai fait part dans les 2 podcasts que j'en ai parlé avec Félix sont encore présentes jusqu'au tournoi de cette semaine. Encore perdu contre un joueur à 88e position. Ce que j'ai de la misère avec Félix, c'est qu'il n'y a pas de game B. C'est soit une game A, que selon moi, sa game A est vraiment meilleure que Shapovalov. Quand Félix est on, il peut battre tout le monde. Mais quand il n'est pas on, il peut perdre contre tout le monde. Ce qui est pour être numéro 1 au monde, faire son bout en Grand Chelem, il faut être constant pendant 2 semaines, il faut être constant pendant une année au complet. Ce que j'ai de la misère à voir chez Félix en ce moment, même s'il est super jeune, ça peut se corriger. Je pensais que le changement de coach allait pouvoir aider. À date, ça fonctionne moyen. Mais bon, un changement de coach, ça ne se voit pas en quelques mois, ça se voit en plus qu'un an. Donc, c'est ça. Amélie, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Je suis entièrement d'accord avec ça. OK. Ouais. Zaï? J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Tu souhaites le bonheur à tout le monde. Moi, je souhaite le. Ben non, mais moi, c'est sûr que Félix, c'est un Québécois. Là. Au final, c'est lui qu'on a le goût de voir au bout, là, mais. Exactement. Bon, fait que, écoute, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Amélie, un gros merci. Je sais que tu avais bien hâte de faire ça, que tu t'es préparée, tu y as pensé toute la journée. Tu as été excellente. On veut te dire un gros merci. On te souhaite le meilleur pour ton année universitaire avec les Royals. On va suivre les Royals de près. Puis, on te souhaite vraiment le meilleur. Puis, on suggère aussi aux gens de suivre là, les activités de ton équipe universitaire, puis de suivre en grand nombre le tennis féminin. C'est excellent, les matchs sur la WTA. Puis en suivant le tennis féminin, vous encouragez le tennis féminin à ce qu'il y ait plus de filles qui vivent de ça. Tout à fait. Donc, pour compléter, on rappelle notre commanditaire, Drummond Music. Yes, on remercie encore Drummond Music d'être toujours là après 19 épisodes. En tout cas, beaucoup. Yes, beaucoup d'épisodes. Ouais. Allez voir notre TikTok. Allez vous abonner à ça. Ouais. Facebook, Instagram, Twitter, on est présent là-dessus. Sinon, YouTube, Spotify, Apple Music pour nous écouter ou toutes les plateformes de streaming possibles. On est là partout. Inspiration, IN-Sport, Action. Je ne sais même pas pourquoi je le dis parce que vous l'avez Parce qu'il y en a qui disent Insport-Action. Ouais, c'est quoi ça m'énerve. Insport-Action? Là, ça se termine là. Ça se termine aujourd'hui. C'est la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui dit Insport-Action. Ça fait 1 an et demi qu'on a commencé. Là, c'est terminé. OK? Merci. Ou Insport-Action, genre. Ah, écoute, j'ai entendu Inspiration autant bafoué que mon nom caillé, ce qui n'est pas peu dire. Fait que, good. Donc, en terminant, un gros merci, Zélie, encore d'être là. Gros merci à Amélie. Puis, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain concept d'inspiration. Merci, Amélie. Merci à vous.